des parallèles avec Enies Lobby dans le Nouveau Monde ou Shinsekai, la fracture entre la marine et le gouvernement mondial, l'avenir et les enjeux de One Piece qui se dessinent. Hisashi Nablo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour mon analyse et ma revue du chapitre 1069 et j'espère que tu es très bien installé car celle-ci va secouer. Oda nous a délivré une pépite avec ce chapitre et on y retrouve des éléments complètement fous. Avant de se plonger dans la dinguerie qu'est ce chapitre, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucun de mes futurs contenus et me soutenir. Tu peux aussi mettre un pouce bleu, ça aide le développement de la chaîne et sa visibilité et en plus c'est gratuit. Merci beaucoup et c'est parti pour ce chapitre 1069. Toutes les choses naissent pour une raison. On commence avec la couverture du chapitre qui nous présente Dufeld, le dieu de la fortune et empereur de la pègre. On y découvre que c'était lui qui finançait les Mads avant que le gouvernement ne mette la main sur Vegapunk, et c'est très intéressant de recevoir des pistes sur la mafia. Vont-il être un élément important du futur de One Piece ? Vegapunk utilise à présent les ressources du gouvernement pour se développer en tant que scientifique, mais il est très intéressant de se rendre compte que le Germa, Queen à travers Kaido ou encore César sont affiliés à la pègre, et c'est eux, encore aujourd'hui, qui financent probablement toutes les expériences des anciens scientifiques des Mads. Ce flashback du navire Mads apporte deux éléments supplémentaires. Le premier, c'est qu'en tant que flashback, il est possible que la suite des épisodes de cette Odyssée des couvertures nous montre l'évolution des Mads et comment ils sont tombés, peut-être même les coulisses de leur lien avec la pègre, et comment tout ça s'est acheminé durant l'histoire jusqu'à aujourd'hui. L'apparition de Dufeld n'est pas anodine, et que ce soit pour le futur de One Piece ou pour des éléments du passé, ça promet. Le deuxième élément est que ce navire des Mads ressemble énormément au navire abandonné où Franky a pu se reconstruire après avoir tenté d'arrêter le train. Ce flashback sur le navire avant que Franky ne se reconstruise n'existe que pendant une seule page. Et quelle page ? Déjà elle dit que cet endroit est parfait pour lui et qu'il devrait s'y sentir bien. Mais en plus l'allure de l'intérieur du bateau et de ce qu'on a pu y trouver est la définition parfaite de ce que pourrait être un navire des Mads, de la technologie, du fer et des machines. En termes de temps, c'est totalement possible et ça rentre parfaitement dans la timeline. L'étendue de l'abandon du bateau colle au temps qu'il aurait passé abandonné. Est-ce qu'en plus de parler des Mads, de la pègre et de leurs liens, on ne va pas aussi avoir des éléments sur Franky ? N'oublions pas que c'est lui le scientifique de l'équipage et qu'il est un admirateur de Vegapunk. Oda reste très flou à ce sujet et je suis persuadé qu'il va bientôt nous délivrer une pépite sans précédent sur le passé de Cutiflamme. Tout petit détail pour finir en beauté cette couverture, le libellé qui dit Institut de recherche pour la paix, Mads. Plusieurs problèmes évidents, que ce soit Queen, César ou même Judge, tous ont fini du mauvais côté de la force et participent à tout le contraire de la paix. Autre problème, le financement de la pègre ou mafia qui participe aussi à son contraire. Et il n'y a que Vegapunk qui pour le moment a l'air bienveillant et possède un véritable objectif de paix. Il arrivait peut-être à maintenir cette structure des Mads sur le bon chemin jusqu'à l'arrivée du gouvernement. Il dit continuer à vouloir la paix dans le chapitre précédent, mais je pense que l'environnement des Mads et la prise en force par le gouvernement montrent parfaitement ce que je disais dans mon analyse du chapitre précédent. La paix ne peut pas être amenée par la science ou la technologie, elle doit être humaine. Je te mets en description ma revue du chapitre 1068, j'en parle en détail. Je pense qu'on a assez analysé et théorisé sur la couverture, avançons. Kaku dit à Lucci que maintenant que Luffy est un empereur, ils ne peuvent pas se battre avec lui, et c'est très intéressant. C'est anecdotique dans le chapitre, mais je pense que ça cache justement la volonté du gouvernement de maintenir l'équilibre. S'ils ont mis Luffy au rang d'empereur, ce n'est pas qu'une question de puissance, mais bien d'équilibre, et cet équilibre ne doit pas être rompu sans l'aval du gouvernement mondial. On retrouve Akainu et on découvre que Kizaru s'est déjà mis en route pour Egghead. Pourquoi aurait-il pris cette initiative ? Je pense que c'est son lien avec Sentomaru qui l'a fait partir aussi vite pour l'île gouvernementale de Vegapunk. En effet, Sentomaru sur sa Baody l'appelait Oncle Kizaru. En japonais, cette appellation Ojiki est très utilisée lorsque tu parles à un proche de la famille des Yakuza. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de la même famille, mais ça veut dire qu'ils se portent un très haut respect l'un l'autre. On a vu Lucci attaquer et essayer de tuer Sentomaru pour reprendre le pouvoir sur les Séraphins. Je ne pense pas qu'elle soit morte, mais ça ne plaira pas du tout à Kizaru. Il existera, à travers ce moment, une fracture entre Kizaru, un amiral de la marine, et Lucci, l'homme à la tête du CP0, le Cypher Pole étant l'organisation aux bottes du gouvernement. Une fracture directe entre la marine et le gouvernement mondial. C'est d'autant plus fort lorsqu'on se rend compte que celle-ci arrive à travers Sentomaru, qui nous est présenté plus tôt, en train de se demander s'il doit trahir la marine pour Vegapunk. Le dénominateur de l'humanité commence à se faire ressentir et sépare les bons des mauvais, peu importe leur organisation de base. C'est ça l'élément clé qui nous permet d'affirmer que nous arrivons sur la fin de One Piece. Cette dénomination humaine va délimiter les deux camps, les bons et les mauvais, avec un seul enjeu, la paix.
Une paix factice contrôlée et manipulée par le gouvernement mondial d'un côté, et une paix pure et bienveillante instaurée à travers la volonté de Joy Boy après la victoire de Luffy et des bons. C'est ça l'enjeu de la grande guerre finale, et c'est ici que se trouvent les prémices de celle-ci. Je te mets en description une de mes théories où j'en parle un peu plus en détail. La page suivante nous tisse très clairement ce que je viens de t'expliquer. Jinbei dit, ça va devenir un incident majeur. Un combat entre un Yonko et le CP0, c'est pas un incident majeur. L'incident majeur, c'est la fracture entre la marine et le gouvernement mondial et tout ce que ça va engendrer en plus du lien avec Vegapunk. On peut même imaginer que si Sentomaru est proche de Kizaru et est proche de Vegapunk, alors Vegapunk et Kizaru le soient aussi. Encore un lien possible avec cette fracture à venir et la raison pour laquelle Kizaru se hâte pour venir sur Egghead. Le combat entre Luffy et Lucci commence et on y découvre l'éveil d'un Zoan pour la première fois de l'œuvre. Un parallèle avec Enies Lobby mais surtout la possibilité pour Lucci d'avoir atteint le niveau qui lui permet d'utiliser le HDR. La planche reste très floue, mais je vois mal Lucci tenir face à Luffy sans ça. Quel serait le but ou objectif de Lucci lui permettant d'avoir atteint la compétence du Haki des rois? Nous n'avons que très peu d'informations, mais après avoir discuté avec un groupe Twitter de théoriciens, les OX, on a conclu que peut-être, Lucci, étant le numéro 1 du CP0, le groupe le plus proche du Gorosei, Lucci voudrait devenir un des membres de celui-ci. Il ne cherche qu'à s'améliorer pour un jour faire partie de ce groupe très privé. Par exemple, je vois mal Sengoku avoir la possibilité de rejoindre le groupe du Gorosei. Il a l'air d'être très externe à la marine, peut-être trop externe. Je pense que la marine n'est qu'un outil du gouvernement et que le CP0 serait plutôt une extension du gouvernement et que les membres de celui-ci sont éligibles à grandir au sein de ce même gouvernement. Le Cypher Pole serait en quelque sorte les étapes avant d'arriver au Saint Graal, le Gorosei. Cela expliquerait pourquoi le Gorosei est réputé pour avoir des membres très puissants et pourquoi Lucci posséderait le Haki des rois. On peut même aller plus loin et imaginer que les membres du Cypher Pole sont des anciens Tenryubito qui veulent se battre, participer à l'effort. Cela explique parfaitement le comportement de Lucci qui est totalement insensible lorsque pendant la rêverie, Shirahoshi se fait prendre à part par un Tenryubito. Parenthèse sur l'ambition de Lucci terminée, mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intrigue énormément. Après avoir dit que le Gomu Gomu n'existait pas, Vegapunk nous livre des informations sur les fruits du démon. Les fruits du démon sont nés de la volonté des humains de vivre dans une des multiples dimensions imaginées par leurs esprits. Quelle phrase de fou que Vegapunk nous lâche ici et qui se mélange parfaitement au pouvoir cartoon de la forme de Luffy, qui est littéralement l'exemple parfait de cette définition. Plusieurs choses. D'abord, cette interaction prouve que Shanks a menti au sujet du fruit et a donné un nom factice pour éviter que les gens ne le découvrent. Il existe la possibilité qu'il ne le savait pas, mais pour rechercher un fruit aussi précis, détenu par le gouvernement, il me semble très peu probable qu'il ne connaisse pas le véritable nom et surtout le véritable pouvoir de celui-ci. Pourquoi aurait-il menti à un enfant qui est voué à vivre avec? Qu'il dise Ito Itonomi ou Gomu Gomu no Mi, ça ne change rien pour lui. Il était dans tous les cas pas obligé de raconter la vérité. Une seule possibilité, il ne voulait absolument pas que Luffy découvre la vérité de lui-même. Par exemple en lisant un écrit ancien et en y voyant le nom. Il ne le voulait pas pour un moment précis dans le futur où il pourrait lui-même la lui raconter, ou pire, exploiter cette ignorance pour quelque chose. Lorsqu'il dit « alors c'est ça », en regardant la forme du Gear 5 sur la prime de Luffy et qu'il se met directement à partir à la quête au One Piece, c'est louche, trop louche. D'autant plus qu'il y a le flashback de la récupération du fruit par Shanks directement après. Est-ce que cette forme de Luffy n'est pas la clé de quelque chose? On en saura peut-être plus grâce aux connaissances de Vegapunk. En tout cas, ça promet. Revenons sur la fameuse phrase de Vegapunk. Les fruits du démon sont nés de l'imaginaire des humains qui rêvaient de vivre dans une dimension différente avec des pouvoirs différents. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un coup de pouce? Un coup de pouce d'un démon par exemple, qui aurait matérialisé les fantasmes des hommes dans les fruits. Shanks, dont je parlais précédemment, a dit « Les fruits du démon sont l'incarnation du démon des eaux ». Et là, Vegapunk nous dit que la mère de toute nature, la mère maudit les utilisateurs de fruits. Cela fait énormément de sens. Comme le bien et le mal, Dieu et le diable ou encore le blanc et le noir, la mère de la nature possède aussi son contraire, le démon des eaux, représenté par le feu évidemment. L'eau et le feu représentent à merveille cette distinction de contraire. C'est encore plus fort lorsque tu te rends compte que l'eau désigne littéralement la vie en général et le feu, la mort. En plus, cette histoire de vie et de mort va parfaitement avec la suite. Les fruits, ça pousse sur un arbre. Et qui de mieux que l'arbre d'Ève se situant en Marie-Joise pour en être l'arbre fruitier, surtout que le gouvernement mondial est connu pour avoir la main mise sur les fruits du démon. Je pense que ça devient de plus en plus clair que leurs origines viennent de là. Je te mets en description ma théorie complètement folle à ce sujet, où je développe la mythologie biblique autour d'Adam et Ève et où je parle de Marie-Joise, son rapport au démon et surtout ce fameux arbre. Je te la conseille vivement. On découvre les plus autorités et la hiérarchie au sein du gouvernement mondial pour le contrôle des Séraphins et des Pacifistas. C'est intéressant que Vegapunk n'en ait pas pris le contrôle total et qu'ils soient en dessous des 5 doyens. Je ne pense pas qu'ils puissent surpasser le contrôle des doyens, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des contrôles supplémentaires dans cette hiérarchie vers le haut. On pourrait imaginer par exemple qu'au-dessus des 5 doyens, on y trouve Imsama, ou encore un proche du gouvernement mondial, ou un proche de Vegapunk. Je ne pense pas que cette hiérarchie est figée, bien que Vegapunk s'est positionné sous les doyens. Je trouve ça très logique compte tenu du fait que celui-ci recherche la paix et n'a pas usage de ce genre d'armes si ce n'est que pour se défendre. Il a donc accepté naturellement de ne pas être la hiérarchie la plus haute de ses propres armes.
On voit Lucci attaquer Sentomaru pour reprendre le contrôle des Séraphins, mais ici quelque chose cloche. Il suffit qu'un des satellites vienne et donne l'ordre contraire aux Séraphins. À part un excès de colère et le futur scénaristique avec Kizaru comme présenté plus tôt, je vois mal l'intérêt pour Lucci de faire ça. Avant de terminer cette analyse, il faut faire le parallèle avec Enies Lobby. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve les mêmes coups que précédemment dans le combat Lucci et Luffy. Enies Lobby a été introduit dans les chapitres en 2005 et la chronologie de One Piece a avancé comme ceci. D'abord l'arc Enies Lobby avec Luffy et Lucci. S'ensuit l'arc post-Enies Lobby, un moment de tranquillité avec des révélations lorsque Garp rend visite à Luffy. Ensuite l'arc Thriller Bark, un arc de transition. Ensuite l'arc Sabaody, Kizaru Kuma Rayleigh plus l'équipage séparé. L'arc Amazon Lily, un petit arc de transition. Et enfin l'arc Impel Down et l'arc Marineford. D'abord le sauvetage raté d'un proche et ensuite une guerre au sommet. Cette chronologie dure exactement 5 ans. Marineford s'est terminé en 2010. Au niveau des dates, ça match avec ce qu'a dit Oda. Bien qu'il veuille le faire en 3 ans, il a précisé que 5 serait un peu plus réaliste. Comme par hasard. Prenons les arcs un par un et essayons de comprendre pourquoi cette chronologie miroir est très pertinente. Enies Lobby, on est en plein dedans. C'est Egghead. L'arc post-Enies Lobby fait énormément écho à la famille Monkey D. C'est là où on apprend que Dragon est le père de Luffy et qui il est. Ça ferait beaucoup de sens que le parallèle de cet arc soit la rencontre entre Luffy et Dragon et qu'on en apprenne un peu plus sur la marine et le gouvernement mondial, l'organisation de Garp, le dernier membre connu des Monkey D à ce jour. L'arc Thriller Bark me semble être le parallèle avec Elbaf. Cela fait du sens, on y a découvert Oz, faisant un lien très clair avec une race surpuissante du passé, et Moria a été le premier à nous introduire des éléments du passé, avec notamment John ou encore Ryuma. Elbaf sera un arc de révélation, et ça fait du sens que ce soit le miroir de Thriller Bark dans cette chronologie. Kizaru et Kuma ont l'air de venir sur Egghead, donc ces parallèles avec Sabaody se retrouveront sur Egghead. Cependant, il reste Rayleigh et l'équipage séparé comme moment clé. On peut donc imaginer l'arc Amazon Lily fusionné avec Sabaody et le retour de Rayleigh et Hancock. L'arc Sabaody étant un arc de séparation, peut-être que celui-ci sera justement un arc de rassemblement, où Luffy ira chercher tous ses alliés à travers le monde, passant par Hancock mais aussi Yamato par exemple, toute sa flotte et même les membres de la génération terrible voulant se joindre à lui, faisant encore une fois écho à Sabaody. Tout ça pour préparer la prochaine grande guerre. Cela me semble très pertinent. Impel Down, le sauvetage raté d'un proche, ici Ace qui sera quand même transféré finira par mourir. Kobe est emprisonné au sein de l'équipage de Barbe Noire et il ferait énormément de sens que le miroir de cet arc soit le sauvetage réussi de Kobe, qui mènerait à la grande guerre entre les bons et les mauvais, l'équipe de Luffy face à celle du gouvernement mondial, avec comme enjeu la paix. Évidemment, l'arc Marineford est le miroir de cette grande guerre qui, comme Oda l'a précisé, fera passer Marineford pour du pipi de chat.